Troisièmement, existence d'un certain devoir impersonnel créé par la fusion croissante des sensibilités et par le caractère plus sociable des plaisirs élevés. Troisième équivalent du devoir. Une nouvelle espèce d'obligation dérive de la nature même de la sensibilité qui tente à se transformer par l'effet de l'évolution. Les plaisirs supérieurs qui prennent une part chaque jour plus grande dans la vie humaine, plaisir esthétique, plaisir de raisonner, d'apprendre et de comprendre, de chercher, etc., requièrent beaucoup moins de conditions extérieures et sont beaucoup plus accessibles à tous que les plaisirs proprement égoïstes. Le bonheur d'un penseur ou d'un artiste est du bonheur à bon marché. Avec un morceau de pain, un livre ou un paysage, vous pouvez goûter un plaisir infiniment supérieur à celui d'un imbécile dans une voiture armoriée traînée par 4 chevaux. Les plaisirs supérieurs sont donc à la fois plus intimes, plus profonds et plus gratuits, sans l'être toujours entièrement. Ils tendent beaucoup moins à diviser les êtres que les plaisirs inférieurs. Ainsi, par une évolution naturelle, le principe d'une grande partie de nos plaisirs semble remonter du dehors au dedans. Le sujet sensible peut trouver dans sa propre activité, et parfois indépendamment des choses, une source variée de jouissance. S'ensuivra-t-il qu'il se renfermera en lui-même et se suffira comme se suffisait le sage stoïcien? Loin de là. Les plaisirs intellectuels ont ce trait remarquable qu'ils sont à la fois les plus intérieurs à l'être et les plus communicatifs, les plus individuels et les plus sociaux. Mettez ensemble des penseurs ou des amis du beau pourvu qu'il n'y ait pas entre eux de rivalité personnelle, ils s'aimeront beaucoup plus vite et en tout cas plus profondément que d'autres hommes. Ils reconnaîtront tout de suite qu'ils vivent dans le même monde, celui de la pensée. Ils se sentiront une même patrie. Ce lien qui s'établira entre eux liera aussi leur conduite et leur imposera dans leur rapport réciproque une espèce d'obligation particulière. C'est un lien émotionnel, une communauté produite par l'harmonie complète ou partielle des sensibilités et des pensées. Plus nous allons, plus les plaisirs humains semblent prendre un caractère sociable et social. L'idée devient une des sources essentielles du plaisir. Or, l'idée est une sorte de contingent commun à toutes les têtes humaines. C'est une conscience universelle où sont réconciliées plus ou moins les consciences individuelles. La part de l'idée augmentant dans la vie de chacun, il se trouve que la part de l'universel augmente et tend à prédominer sur l'individuel. Les consciences deviennent donc plus pénétrables. Celui qui vient aujourd'hui au monde est destiné à une vie intellectuelle beaucoup plus intense qu'il y a 100 000 ans, et pourtant, malgré cette intensité de sa vie individuelle, son intelligence se trouvera, pour ainsi dire, beaucoup plus socialisée, précisément parce qu'elle est bien plus riche. Elle possédera beaucoup moins en propre, de même pour sa sensibilité. En définitive, avons-nous dit ailleurs, en commentant Épicure, qu'est-ce que serait un plaisir purement personnel et égoïste? En existe-t-il de cette sorte et quelle part ont-ils dans la vie? À cette question toujours actuelle, nous répondrons comme nous avons déjà répondu. Lorsqu'on descend dans l'échelle des êtres, on voit que la sphère où chacun d'eux se meut est étroite et presque fermée. Lorsqu'au contraire on monte vers les êtres supérieurs, on voit leur sphère d'action s'ouvrir, s'étendre, se confondre avec la sphère d'action des autres êtres. Le moi se distingue de moins en moins des autres moi, ou plutôt il y a de plus en plus besoin d'eux pour se constituer et pour subsister. Or, cette espèce d'échelle que parcourt la pensée, l'espèce humaine l'a déjà parcourue en partie dans son évolution. Son point de départ fut bien l'égoïsme, mais l'égoïsme, en vertu de la fécondité même de toute vie, a été porté à s'élargir, à créer en dehors de lui des centres nouveaux pour sa propre action. En même temps, des sentiments corrélatifs à cette tendance centrifuge sont nés peu à peu et ont comme recouvert les sentiments égoïstes qui leur servaient de principe. Nous marchons vers une époque où l'égoïsme primitif sera de plus en plus reculé en nous et refoulé, de plus en plus méconnaissable. À cette époque idéale, l'être ne pourra plus, pour ainsi dire, jouir solitairement. Son plaisir sera comme un concert où le plaisir des autres entrera à titre d'élément nécessaire. Et dès maintenant, dans la génération des cas, n'en est-il pas déjà ainsi? Qu'on compare dans la vie commune la part laissée à l'égoïsme pur et celle que prend l'altruisme, on verra combien la première est relativement petite. Mais les plaisirs les plus égoïstes, parce qu'ils sont tout physiques, comme le plaisir de boire ou de manger, n'acquièrent tout leur charme que quand nous les partageons avec autrui. Cette part prédominante des sentiments sociables
doit se retrouver dans toutes nos jouissances et dans toutes nos peines. Aussi l'égoïsme pur ne serait-il pas seulement, comme nous l'avons montré, une sorte de mutilation de soi? Il serait une impossibilité. Ni mes douleurs, ni mon plaisir ne sont absolument miens. Les feuilles épineuses de l'agave, avant de se développer et de s'étaler en bandes énormes, restent longtemps appliquées l'une sur l'autre et formant comme un seul cœur. À ce moment, les épines de chaque feuille s'impriment sur sa voisine. Plus tard, toutes ces feuilles ont beau grandir et s'écarter, cette marque leur reste et grandit même avec elles. C'est un sceau de douleur fixé sur elle pour la vie. La même chose se passe dans notre cœur où viennent s'imprimer dès le sein maternel toutes les joies et toutes les douleurs du genre humain. Sur chacun de nous, quoi qu'il fasse, ce sceau doit rester. De même que le moi en somme est pour la psychologie contemporaine une illusion, qu'il n'y a pas de personnalité séparée, que nous sommes composés d'une infinité d'êtres et de petites consciences ou états de conscience, ainsi le plaisir égoïste, pourrait-on dire, est une illusion. Mon plaisir à moi n'existe pas sans le plaisir des autres. Je sens que toute la société doit y collaborer plus ou moins, depuis la petite société qui m'entoure, ma famille, jusqu'à la grande société où je vis. En résumé, une science vraiment positive de la morale peut dans une certaine mesure parler d'obligation, et cela d'une part sans faire intervenir aucune idée mystique, d'autre part sans évoquer avec bain la contrainte extérieure et sociale ou la crainte intérieure. Alexander Bain, 1818-1903, est l'un des utilitaristes que Guyot présente puis critique dans la morale anglaise contemporaine. Il a lu et il commente The Emotions and the Will, 1859, la théorie du sentiment moral, en partie relativiste, qui s'y trouve mise en œuvre. Non, il suffit de considérer les directions normales de la vie psychique. On trouvera toujours une sorte de pression interne exercée par l'activité elle-même dans ces directions. L'agent moral, par une pente naturelle et rationnelle, tout ensemble, se sentira poussé dans ce sens et il reconnaîtra qu'il lui faut faire une sorte de coup d'état intérieur pour échapper à cette pression. C'est ce coup d'état qui s'appelle la faute ou le crime. En le commettant, l'individu se fait tort à lui-même. Il diminue et éteint volontairement quelque chose de la vie physique ou mentale. L'obligation morale, qui a son principe dans le fonctionnement même de la vie, se trouve par là avoir son principe plus avant que la conscience réfléchie dans les profondeurs obscures et inconscientes de l'être, ou si l'on préfère, dans la sphère de la conscience spontanée et synthétique. Le sentiment d'obligation naturelle peut se ramener en grande partie à cette première formule. Je constate en moi, par la conscience réfléchie, des pouvoirs et des modifications qui ne viennent pas d'elle, mais jusque du fond inconscient ou subconscient de moi-même, et qui me poussent dans telle direction déterminée. À travers la sphère lumineuse de la conscience passent ainsi des rayons partis du foyer de la chaleur obscure qui constitue la vie intérieure.